Bonsoir chers amis téléspectateurs, l'équipe Hightech vous présente ses meilleurs vœux pour cette année 2014 qui commence et qui promet. Sans transition, nous passons à notre actu nationale. Cette seconde édition du Festival Dakar a été organisée par nos vaillantes Jigentech et l'association Lueur d'Espoir. Nous avons recueilli pour vous les propos de Awa Kaba, co-founder de Jigentech et membre de l'organisation. Le concept du Festival vient de Twitter et festival. Donc le Festival est un événement qui se passe un peu partout dans le monde, qui regroupe différentes catégories de public. Donc le but du Festival est d'aider des communautés démunies à travers les réseaux sociaux, tels que Twitter. Jigentech a organisé la deuxième édition du Festival Dakar et pour aider en fait une association à prendre en charge des enfants malades qui sont à l'hôpital Aristide Le Dantec. Donc Jigentech est le premier hub des femmes dans la technologie, de l'information et de la communication au Sénégal. Donc nous voulons que les femmes soient beaucoup plus dans le domaine des TIC au Sénégal, les motiver à embrasser en fait les filières scientifiques et à rester dans le domaine de la technologie. Lueur d'Espoir est une association qui aide les enfants atteints de maladies chroniques qui sont à l'hôpital Aristide Le Dantec. En fait, c'est une dame qui a eu l'initiative de créer cette association pour aider ces enfants qui souffrent, qui n'ont pas tout le temps les moyens de prendre en charge en fait, les médicaments et qui habitent dans des zones reculées du Sénégal. Pour une première organisation, vraiment, on a atteint nos objectifs. Bien vrai qu'on a beaucoup besoin d'argent pour ces enfants-là, pour couvrir tous les besoins. Jigentech, en fait, organise des événements pour aider des communautés à travers les TIC. Nous exhortons aussi d'autres communautés à faire pareil parce qu'il y a des gens qui souffrent, qui sont là et à travers la technologie, on peut les aider en utilisant les réseaux sociaux. En parler, juste le fait d'en parler, d'autres personnes peuvent être au courant de cela et venir aider. L'implémentation des langues nationales dans nos écoles est de plus en plus encouragée. C'est à cet effet que le professeur Lamine Thiaw de l'ESP nous propose un logiciel qui, tenez-vous bien, nous permet d'apprendre la langue poulard. Imaginez votre enfant à l'école en train d'apprendre à parler et à écrire poulard. Anani poulard? C'est un logiciel destiné à l'auto-formation dans les langues nationales sénégalaises. L'objectif donc de ce logiciel, c'est d'essayer de mettre à la disposition de la communauté un outil de formation qui permet l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du parler de n'importe quelle langue nationale sans l'intervention d'un formateur. Donc la finalité visée, c'est de pouvoir faciliter l'introduction des langues nationales sénégalaises dans le système éducatif. Aujourd'hui, à travers le monde, il n'y a pas un seul pays développé ou bien en voie de développement et qui utilise une autre langue que la langue locale, nationale. On constate aussi que dans nos pays, il y a un taux d'échec élevé au niveau du préscolaire et du scolaire. Alors cela est principalement dû à l'apprentissage précoce dans une langue non familière qu'est le français. Après 50 années d'indépendance, il est temps que nos langues nationales soient présentes dans le système éducatif. Ils ne doivent plus être dans la catégorie de langues enseignées, mais plutôt d'assurer une fonction de langue d'enseignement, notamment pour les sciences et les technologies. C'est un logiciel qu'on appelle freeware, il est gratuit. Celui qui utilise le logiciel doit d'abord choisir sa langue de travail. Donc, voilà, par exemple, si on veut choisir le français, on clique ici. Voilà, vous avez la possibilité d'apprendre toutes les lettres de l'alphabet du poulard. Si vous voulez apprendre à compter en poulard, j'en appelle à tous les compatriotes qui travaillent dans les langues nationales de venir collaborer avec moi pour aider les populations à maîtriser nos langues. L'ordinateur étant un outil incontournable pour tout un Sénégalais, on est en droit aujourd'hui de se demander comment faire une bonne différenciation entre un ordinateur et une contrefaçon. Telle est la question de la semaine.
L'évolution de la technologie a favorisé le développement des produits informatiques et contribué à l'émergence de son activité dans le secteur commercial. Les ventes des produits informatiques sont alors subitement devenues une industrie puissante où les premières tentatives d'imitation de produits ont commencé. Chaque année, des centaines d'ordinateurs arrivent sur le marché sénégalais. Comment reconnaître un ordinateur contrefaçonné? Par exemple, vous voyez derrière les machines, il y a une étiquette commune. L'étiquette là, elle vous montre que la machine, elle est originale. Si vous recherchez par exemple le numéro de série de la machine, vous allez le retrouver dans l'internet. Alors que les machines contrefaçonnées, on vous met l'étiquette, mais à chaque fois, on oublie un numéro ou bien on ne met pas le numéro exactement. Carte mère yi dañu nekk benn dafay am yoo xam ne day gaaw a chauffé moom mooy indi problème yooyu. Selon les poids ak design bi dafay am ñun dinañ ko xam commerçant bi dina ko xam quoi parce que boo xoolee. D'habitude, moi, ce que je fais, je prends l'ordinateur contrefaçonné, donc qui est à peu près assez léger. Et donc, ensuite, pour avoir le cœur net, je prends le numéro de série que je mets sur Internet pour vérifier l'authenticité de cet ordinateur portable. Comme avantage, la contrefaçon permet aux plus démunis de s'approprier un ordinateur avec une marque imitée, aux vendeurs de pièces informatiques d'écouler leur stock et aux maintenanciers de réparer plusieurs machines. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont tous un ennemi en commun, à savoir les contrefacteurs liés à l'utilisation de ces matériels. Et à quel risque? Du moment que les gens amènent des pièces, par exemple, disons des cartes mères, des ordinateurs portables, vous voyez, des batteries pour les ordinateurs portables, des chargeurs, vous voyez, des ordinateurs portables, ça nous arrange. Vraiment. Parce que du moment qu'il y a des ordinateurs contrefaçon, vous voyez, le matériel ne peut pas durer. Qualité et garantie, disent certains. D'autres émettent tout simplement des réserves à cause des problèmes liés à l'imitation qui rendent l'utilisation très éphémère. D'habitude, on est accompagné d'un initié, d'une personne qui est fort en informatique, ou bien on va dans un magasin de marque où l'ordinateur est sûr d'être garanti pour 2 ans plus. De toute façon, il faut beaucoup de problèmes parce que quand on au début, dina neex mais dafa bari yo xamné bo démé ay 3 mois 4 mois mu commencé andi ay problème quoi. Légui yow problème bobu da ngay digënté bobu da nga ci am problème clientèle bi. On constate en définitive une certaine perte de confiance pour les vendeurs et les clients lorsqu'ils comprennent que leur matériel sera en constante réparation. Par exemple, vous pouvez dépanner un ordinateur contrefaçon, vous dépannez la panne, vous remettez ça au client. 1 semaine, 2 semaines après, le client vous appelle et puis il vous dit qu'il a une autre panne. Ce qui fait que le client doute de la bonne réparation et de la compétence du technicien. Comme nous avons des garanties, 1 an machine, nous avons des contrefaçon. Parce que contrefaçon, nous avons 1 mois ou 2 mois, nous avons un problème. Déjà, nous avons des contrefaçon parce que nous avons des clients, ça nous sort la bagage, nous avons des contrefaçon. Il a été prouvé que ce phénomène conduit à un recul de l'investissement et une certaine déstabilisation du marché dans le domaine informatique. En effet, les créateurs et les décideurs sont tous d'avis que des dispositions pratiques et efficaces devraient être conjointement prises pour lutter à la contrefaçon. En accord avec le gouvernement, la création de la Brigade nationale de lutte contre la piraterie et la contrefaçon a été jugée nécessaire pour réagir efficacement contre ce fléau aux conséquences néfastes. L'actu en bref nous mène vers un village intelligent en gestation, puis nous ferons un détour au centre d'incubation Le CETIC et nous nous arrêterons sur une plateforme nommée Passe-Course. Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, a souhaité la mise en place d'un environnement propice pour réussir le passage de l'analogique au numérique avant 2015. En effet, l'État envisage de créer un Smart Village ou plateforme technologique intelligente. Dans le cadre du passage de l'analogique au numérique, le président de la République, Macky Sall, a opté pour la création d'un village intelligent. J'ai demandé la création de Smart Village intelligent, qui sera le creuset des Smart Hubs en informatique et en télécommunications, des sociétés de création de contenu ainsi que des artistes, a dit le chef de l'État lundi dernier à Dakar.
S'exprimant à l'occasion de l'installation officielle du comité de pilotage de la transition de l'analogique vers le numérique, comptant, le président Sall a indiqué qu'il s'agira de créer une saine émulsion pour le développement de solutions novatrices aptes à répondre aux besoins des citoyens et des entreprises. Cette rencontre a vu la participation de Babacar Touré, président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Selon Macky Sall, atteindre ces objectifs passe à la création d'un environnement propice favorisant l'éclosion des talents et libérant les énergies créatives des Sénégalais. La nouvelle année commence avec une information significative vis-à-vis de la communauté TIC du pays de la Teranga. En effet, le célèbre centre d'incubation CTIC Dakar, qui est au cœur de la communauté des entrepreneurs des TIC au Sénégal, vient d'annoncer à ses incubés, après 3 ans de bons et loyaux services, le très apprécié directeur général actuel, Omar Sarr, ne serait plus directeur de la structure et qu'il sera succédé par Regina Mbodj. Madame Regina Mbodj est diplômée de l'université Wade de Johannesburg en anglais, en informatique complétée par un BBA de l'université de New York. Elle a travaillé en Afrique du Sud, aux États-Unis, en France et a accompagné les incubés au sein de CTIC Dakar dans leur développement commercial et stratégique. Créée par un Sénégalais, la société Passcourse vient de mettre en ligne une plateforme de commerce électronique fonctionnant à l'aide d'un système de paiement dématérialisé sur Internet, ne nécessitant pas la possession d'une carte bancaire. En effet, si les paiements peuvent être réalisés avec une carte de crédit, ils peuvent également l'être via Orange Money, Wari ou PayPal. La livraison des produits achetés est assurée dans un délai de 24 heures après le paiement de la commande dans la région de Dakar et de 48 heures dans les autres régions. La société Passcourse a noué des partenariats avec des grossistes en produits alimentaires afin de garantir les meilleurs prix du marché à ses clients. Il travaille également avec un réseau de médecins et pharmacies et mutuelles de santé. La rubrique Entretien nous parle aujourd'hui de la dématérialisation et reçoit M. Mortala Diop. Merci de m'avoir invité. Je suis Mortala Diop. Je suis le directeur des études et du développement international de Gaindé 2000. En quoi consiste la dématérialisation d'un système? Dématérialiser, on parlera plutôt peut-être de dématérialiser une procédure ou dématérialiser des documents. Donc le système n'est que le moyen ou le support pour y arriver. Mais essentiellement, lorsqu'on parle de dématérialiser, c'est de remplacer l'ensemble des supports qui sont physiques aujourd'hui par des supports qui sont numériques. C'est-à-dire qu'on puisse initier une procédure par un support informatique et qu'on puisse quasiment enchaîner l'ensemble des intervenants dans cette procédure-là sans pour autant avoir à se passer des papiers, à faire circuler beaucoup de papiers. Donc ça, c'est souvent quand on parle de dématérialisation d'une procédure. Combien ça coûte de dématérialiser son système? Bon, il est clair que lorsqu'on entame en fait des procédures aussi lourdes, ça entraîne des coûts, parce que le support informatique est là, est disponible, mais souvent ça nécessite quand même des technicités particulières. Ça nécessite également de faire intervenir peut-être différentes composantes qui permettent d'avoir un système fiable et sécurisé. Je ne pourrais pas vous chiffrer le coût, je pense que ce serait un tout petit peu peut-être trop rapide d'essayer de le chiffrer comme ça, mais simplement il faut savoir que ce sont des projets quand même qui entraînent des budgets importants, surtout dans la logique également de, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des aspects qu'il faut, peut-être des grandes archives qu'il faut gérer en essayant de les dématérialiser, mais également la mise en place de ces systèmes-là avec des éléments de sécurité, par exemple comme les certificats numériques qui ont un coût, parce que lorsqu'on remplace un document papier par un document électronique, il faut que ce document-là ait des composantes de sécurité, en l'occurrence ce qu'on appelle une signature électronique, donc qui a un coût. Et si vous prenez j'allais dire la population des commissionnaires agréés en douane du Sénégal ou des opérateurs économiques au sens large, chaque opérateur aujourd'hui a une identité numérique. Ça veut dire qu'il peut signer électroniquement en fait, les documents qui se mettent dans une plateforme. Donc ça entraîne quand même un certain nombre de certains coûts en termes d'infrastructure également parce qu'il faut sécuriser. Et puis quand on parle de dématérialiser, ça veut dire qu'il y a une composante d'archivage qui est importante, donc qui
entraîne en fait un stockage de documents importants. Je ne dis pas données, parce qu'au-delà de la donnée, il y a les documents, puisque les documents gardent quasiment la valeur juridique en fait, du document physique papier. Et donc, lorsque vous archivez, quasiment, vous devez avoir quelque part la possibilité d'avoir la représentation du document, mais sous un format électronique. Quel est le niveau de sécurité et que devient la valeur administrative des documents? Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est clair qu'un système, au départ, il peut être séduisant, mais il faut absolument le sécuriser. Et c'est ça qui fait que ça le pérennise, c'est ça qui fait que les gens sont à l'aise dans l'utilisation parce qu'ils ont le sentiment que leurs données sont quand même confidentielles, sont protégées. Mais surtout, ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qui est important, c'est que, en tout cas, chaque propriétaire de documents, ou bien chaque structure qui est à l'origine d'un document généré doit avoir la possibilité de pouvoir retrouver ce document. Parce qu'on archive pour retrouver. On n'archive pas forcément pour stocker, mais on archive parce qu'à un moment donné, quand on a besoin de le retrouver, qu'on puisse le retrouver assez facilement. Donc, pour revenir à la question, oui, quand je parlais tout à l'heure de signature, la signature certifie le document. Ça veut dire que je le soumets, donc je prends la responsabilité de ce que je soumets, et donc je le certifie. Mais au-delà de tout ça, la sécurité, elle est beaucoup plus large. La sécurité, c'est la sécurité de l'infrastructure qui fait que vous n'avez pas forcément d'intrusion externe. La sécurité, c'est quand on parle de sécurité de données, c'est également d'avoir la possibilité de pouvoir déceler toute altération de données. C'est peut-être un peu technique ce que je dis là, mais que si la donnée a évolué, qu'on puisse assez rapidement détecter qu'il y a eu une modification d'une donnée qui avait été préalablement stockée de façon différente. Et donc là également, ça entraîne des mesures de sécurité importantes, mais les technologies sont disponibles aujourd'hui. J'oubliais de préciser également, ça c'est un élément important, peut-être dans la première question que vous aviez, c'est qu'aujourd'hui l'environnement juridique est disponible au Sénégal. C'est-à-dire qu'il y a des lois qui ont été votées à l'Assemblée qui font qu'aujourd'hui, vous avez quasiment la même valeur juridique d'un document électronique que d'un document physique. Et quand même, l'ensemble de ces éléments-là, aujourd'hui, favorisent le contexte de la dématérialisation. Une dernière recommandation pour les plus réticents. Il est important que les gens comprennent bien que c'est quelque chose qui est censé venir améliorer la façon de travailler et également améliorer également des coûts, des coûts, des frais généraux de l'archivage, de stockage de documents qui nécessitent quand même beaucoup d'espace aujourd'hui. Donc la réticence, je pense que c'est beaucoup plus le fait d'avoir pas bien compris. Les gens peuvent se poser des questions sur leurs prérogatives de ce qu'ils faisaient. Mais ce qui est important, c'est que la prérogative ne change pas. La responsabilité que vous avez de traiter quelque chose ne change pas. C'est simplement le support qui change. Et quand ce support change, le support il est conservé. Et ensuite, ce que vous faisiez en mettant un tampon et un cachet sur un document, vous le faites aujourd'hui par des moyens informatiques. Un dernier mot. Je pense qu'il faut accepter d'aller vers le changement dans une logique de recherche d'efficacité et d'amélioration, je pense, de l'environnement global des affaires au niveau du Sénégal. Un tornado GR4 appartenant à un grand groupe britannique a effectué son premier vol ce dimanche 5 janvier 2014. La particularité de cet avion de combat est que certaines de ses pièces ont été créées à partir d'une imprimante 3D. This is really amazing, isn't it? Le groupe britannique de défense BAE a fait voler pour la première fois un avion de combat dont certaines pièces ont été créées grâce à une imprimante 3D, un progrès technique qui permettrait de réaliser plus d'1 million d'économies. C'est un Tornado GR4 à l'apparence anodin. Pourtant, il s'agit du premier avion de combat dont certaines pièces ont été fabriquées grâce à l'impression 3D. Le vol qui s'est déroulé dimanche 5 janvier a été un succès. S'est réjoui le groupe britannique de défense BAE pour cette première mondiale. 2014 s'affirme et a décidé d'être l'année des objets connectés. Après la brosse à dents, c'est celui du pilulier qui le devient. Cet objet révolutionnaire pour le monde médical est nommé Imedipac. Pourquoi l'est-il? Cet élément va nous expliquer.
2014 sera décidément l'année des objets connectés. Après une brosse à dents, c'est le pilulier qui devient connecté. Présenté au CSE 2014 par la société française Medicimo. Son but est de faciliter la consommation de médicaments, notamment dans le cas de traitement des maladies chroniques où le risque d'oubli est plus élevé. Baptisé Imedipac, l'objet s'articule autour du NFC et de capteurs optiques afin de reconnaître les médicaments et d'assurer que le traitement a été bien pris. Préparé en amont par le pharmacien ou le médecin, le patient sera ensuite simplement notifié via une alerte sur son smartphone qu'il est temps de prendre son traitement. La pilule elle-même sera mise en valeur dans le pilulier grâce à une LED. L'autre avantage est également le suivi du patient. Le médecin est en effet en mesure de savoir que le traitement a été bien pris. La société testera son invention auprès de 1000 personnes dès cette année. Si tout se passe bien, le Medipac sera ensuite mis sur le marché plus tard dans l'année. Avis au fou de jeu. SteelSeries a présenté sa nouvelle manette destinée aux terminaux iOS 7, la Stratus. La bonne nouvelle, c'est que la Stratus se connecte à un iPad ou à un iPhone via le Bluetooth 2.0. Stericyl a profité du CSE pour présenter sa nouvelle manette dédiée aux terminaux iOS 7, la Stratus. Cette manette se connecte à un iPad ou iPhone via le Bluetooth 2.0 et apporte quelques nouveautés. Tout d'abord, elle dispose de touches analogiques qui vous permettent de gérer la pression exercée sur les boutons. De même, il est possible de connecter plusieurs manettes à un même terminal pour jouer à plusieurs sur un même écran. Pratique, malheureusement signalons qu'il faut que le jeu soit compatible avec cette fonctionnalité pour que tout marche parfaitement. La manette Stratus n'a pas encore de date de sortie, mais Stericyl annonce qu'elle sera disponible au prix de 99 $. High Tech, c'est fini. Rendez-vous dans 15 jours sur votre chaîne préférée.